Bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'IMERA, l'Institut méditerranéen de recherche avancée. Je vous souhaite une belle année 2019. Donc ici, nous sommes une fondation d'Aix-Marseille Université. Et donc, notre vocation, c'est d'accueillir en résidence des chercheurs, des artistes et des écrivains. Et donc, dans le cadre du programme Méditerranée qui a été lancé, nous avons créé une chaire Averroès, dont le premier titulaire est Yad Ben Achour. Donc cette chaire Averroès est soutenue par l'initiative d'excellence d'Aix-Marseille Université, la fondation Amidex, est également soutenue par la fondation de l'Islam de France, que je salue et remercie pour son soutien qui est important. Et donc Yad Ben Achour est venu en résidence pendant 10 mois. Il est donc avec nous depuis le mois de septembre pour travailler, réfléchir autour de ces questions justement de démocratie, d'universalité de la norme démocratique et de rapport à l'islam. Et là, on est exactement aujourd'hui, ce soir, dans la première de ces deux conférences qui vont se suivre au mois de janvier. Je lui laisse tout de suite la parole, donc pour une petite heure, 1h15. Voilà. Ensuite, nous aurons le temps d'échanger, de discuter, ce qui est le propre de ce cycle de conférences publiques. J'excuse par avance la voix de Yad qui a pris un peu froid, mais c'est de saison. Mais je pense qu'on devrait pouvoir l'entendre dans de bonnes conditions. Pensez à éteindre vos téléphones portables puisque cette conférence est enregistrée et qu'elle sera ensuite diffusée sur le site de l'IMERA et sur celui de la Fondation de l'Islam de France. Et bonne soirée, bonne écoute et à tout à l'heure. Merci Thierry. Bonsoir à tous. Je voulais tout d'abord commencer par vous dire que, en fait, je vais présenter une conférence en deux tableaux. Le premier, c'est celui d'aujourd'hui, que je vais présenter aujourd'hui, et qui s'intitule « La norme démocratique et le principe de non-souffrance face au relativisme historico-culturaliste ». Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout ça. Et le deuxième tableau, c'est celui que je présenterai le 31 janvier et qui concerne l'islam face à l'universalité de la norme démocratique. Je ne pouvais pas, en une seule conférence qui ne doit pas dépasser 45 minutes, 1 heure maximum, évoquer les deux tableaux à la fois. Donc, j'ai, en accord avec mon ami Thierry Fabre, dans le cadre de cette chaire Averroès, décidé de présenter les deux tableaux séparément. L'aspect théorique, nous allons le traiter aujourd'hui. Vous allez voir qu'il n'est pas tellement facile, parce que le problème de l'universalité de la norme démocratique nous met en face de problèmes philosophiques, anthropologiques et politiques très, très difficiles, très ardus. Et puis ensuite, dans le deuxième tableau, donc le 31 janvier, je montrerai comment l'islam réagit à l'extension universelle quasiment de la norme démocratique et quelles sont ses réactions. Alors nous allons aujourd'hui parler de la partie théorique, la norme démocratique et le principe de non-souffrance face au relativisme historico-culturaliste. D'abord, première remarque, dans cette introduction, je parlerai, comme vous le verrez, de la norme démocratique. Il n'est pas question ici pour moi de parler du régime démocratique ou du système démocratique ou des constitutions démocratiques, etc. Il s'agit de la norme démocratique. Donc je ne parlerai pas des applications particulières de cette norme démocratique. La norme démocratique dépasse largement ce que l'on entend par régime démocratique. Nous ne sommes plus ici en face d'un problème de gouvernement, d'organisation du gouvernement. Je suis en face d'un concept, quasiment, nous sommes en face à une certaine conception de l'éthique. Donc, ça monte très haut.
La norme démocratique, pour moi, doit se situer au-dessus des circonstances historiques particulières de chaque peuple, au-dessus des modèles constitutionnels. Par conséquent, toutes les critiques qui sont adressées à la démocratie de type occidental, dite libérale, la démocratie libérale, par de nombreux auteurs, de très nombreux auteurs, et le dernier en date, je l'ai découvert ici à l'Iméra, c'est Yascha Mounk, qui a écrit un livre qui s'intitule « Le peuple contre la démocratie ». Si le peuple est contre la démocratie, c'est la fin de la démocratie, parce que la démocratie est faite pour le peuple. Si le peuple n'en veut plus, la démocratie n'existe plus. Ces critiques ne m'intéressent pas ici. Ce n'est pas qu'elles ne m'intéressent pas en elles-mêmes, elles n'intéressent pas mon propos, parce que je ne me situe pas, comme je vous le disais, au niveau d'un régime ou de l'application particulière de la norme démocratique. Et par conséquent, je suis obligé, à l'orée de cette présentation, de vous dire ce qu'est la norme démocratique. Je vous ai dit qu'elle est au-dessus des circonstances de temps et de lieu. C'est un idéal humain, c'est un idéal éthique que je définis comme la meilleure organisation sociale et politique pour l'homme, qui respecte le plus scrupuleusement les 4 principes fondamentaux que je vais énumérer, les 4 principes fondamentaux qui dérivent de la norme démocratique. Le premier, la dignité de l'homme. Le deuxième, la liberté de l'homme. Le troisième, l'égalité, et j'aimerais dire presque l'égalité-unité de l'homme. Et enfin, le dernier principe, c'est le principe de participation. Très rapidement, un mot sur la dignité, puis sur les 3 autres éléments. La dignité a fait l'objet de réflexions très très profondes depuis longtemps dans les religions, dans les philosophies. Pic de la Mirandole a écrit un livre qu'on traduit de la dignité humaine, dans lequel il commence par dire « J'ai lu dans les livres des Arabes que la chose la plus remarquable dans le monde créé, c'est l'homme ». Et donc, la dignité concerne précisément cet être, peut-être à cause de sa supériorité ontologique. Enfin, personnellement, sans aller jusqu'à dire que la dignité constitue un privilège de l'homme, parce que je considère que même l'animal a droit à la dignité. Sans considérer que la dignité est un privilège spécifique à l'homme, je dirais tout simplement, comme Paul Ricoeur, que quelque chose est dû à l'homme parce qu'il est humain, du seul fait qu'il est humain. Paul Ricoeur disait « La dignité, ça signifie que quelque chose est dû à l'homme du seul fait qu'il est humain ». Ce quelque chose qui est dû à l'homme englobe en vérité 3 choses, 3 éléments. Le premier, c'est tout d'abord reconnaître à autrui, quand il y a lieu, pas dans toutes circonstances, quand il y a lieu, j'insiste bien quand il y a lieu, d'ailleurs dans mon texte je l'ai mis, en italique. Reconnaître à l'homme, reconnaître à autrui, quand il y a lieu, sa valeur et son mérite. Et vous comprenez maintenant quand il y a lieu, parce que tous les êtres n'ont pas de mérite ou n'ont pas droit à la reconnaissance à cause justement de leur attitude, qui peut être une attitude criminelle, par exemple. Dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de reconnaître sa valeur et son mérite à autrui. Donc, premièrement, reconnaître à l'homme, quand il y a lieu, sa valeur et son mérite. Deuxièmement, deuxième élément, lui témoigner en tant qu'être humain, en toutes circonstances cette fois-ci. En toutes circonstances, et non pas quand il y a lieu. En toutes circonstances, lui témoigner sa considération en tant qu'être humain, en tant qu'être humain. Tout le débat sur la peine de mort vient de là. Et souvent, quand nous parlons ce langage devant, disons, un public d'étudiants ou un grand public, on nous dit toujours que, par exemple, l'abolition de la peine de mort n'est pas juste parce que certains ne méritent pas de vivre, les grands criminels par exemple, mais justement nous leur répondons
le problème n'est pas un problème de situation particulière de chaque homme, c'est un problème qui est d'ordre éthique, et par conséquent, l'homme, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa criminalité, un terroriste, un pédophile, tout ce que vous voulez, vous pouvez prendre un génocidaire, en toutes circonstances a droit au respect de son humanité. Et troisièmement, le troisième élément, c'est que on ne peut pas, le principe de dignité l'exige, on ne doit pas imposer à autrui une forme injustifiée de souffrance. Et je vais baser d'ailleurs mon propos sur ce principe de la souffrance qui, pour moi, est très important parce que c'est le seul principe duquel je peux dériver l'universalité de la norme démocratique. Ne pas infliger à autrui une forme injustifiée de souffrance, c'est à ce titre, c'est en infligeant justement une souffrance injustifiée à l'homme qu'on va provoquer l'indignation. Or, la dignité dérive de l'indignation provoquée par la souffrance infligée à autrui ou le mépris ou la dénégation de ses droits. La dignité, par conséquent, c'est s'abstenir de faire souffrir l'homme. C'est l'un des éléments de la norme démocratique. Et je reparlerai du principe de non-souffrance plus tard, parce que c'est le principe le plus important pour moi. C'est le principe sur lequel, le seul à mon avis, sur lequel on peut bâtir l'universalité de la norme démocratique. Je reviendrai à la question plus tard. Dans un texte d'une littérature chiite, d'une littérature religieuse chiite, j'ai lu la chose suivante. C'est une manière d'exprimer de très belle manière la dignité. Le concept de dignité, c'est une version chiite, donc islamique. La voici. Sois toi-même la balance de ton rapport avec autrui. Sois toi-même la balance de ton rapport avec autrui. Autrement dit, pour agir avec autrui, tu dois te placer comme étant toi-même la balance de ton rapport avec autrui. Autrement dit, tu ne dois pas lui infliger ce que tu n'aimerais pas qu'on t'inflige et tu dois au contraire lui donner ce que tu aimerais recevoir d'autrui. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on dérive la grande règle morale qui existe dans toutes les philosophies du monde, traite l'humanité, ça c'est la formulation de Kant, d'Emmanuel Kant, qui dit « traite l'humanité en toi et chez les autres, toujours comme une fin, jamais comme un moyen ». Parce que je n'aime pas qu'on me traite comme un moyen, mais toujours comme une fin, je dois transposer cela à toute l'humanité. Voilà quelques mots sur la dignité. La liberté. Le débat philosophique sur la liberté n'a pas de fond. Donc je ne vais pas y rentrer parce que je vais couler. Je voudrais tout simplement dire que même si l'homme n'est pas, comme le dit Rousseau, né libre, parce qu'il est très difficile de démontrer que l'homme est né libre, je peux autant démontrer que l'homme est né esclave, que l'homme est né déterminé par tout ce qui l'entoure, sa famille, sa langue, ses parents, le corps nourricier qui va le nourrir et le faire développer les premières années de sa vie, etc. Donc on peut autant dire que l'homme est né entravé et non pas libre. Mais enfin, nous admettons quand même que le potentiel intellectuel, moral et spirituel de l'homme implique que cet homme doit disposer de la marge de liberté qui lui est nécessaire pour pouvoir s'accomplir. L'homme n'est pas une matière, l'homme dépasse l'animal uniquement parce que c'est un être moral, et cet être moral ne peut s'accomplir sans la liberté. Il ne peut s'accomplir sans la liberté, et je reviendrai à ce propos tout à l'heure pour plus de détails. Pour l'instant, je me contente de dire que la norme démocratique est la seule qui respecte ce potentiel de l'homme à la liberté, le potentiel de l'homme à la liberté, parce que c'est la seule norme qui lui reconnaisse la liberté de penser, de s'exprimer,
et de penser, de créer, etc., etc. Nous reprendrons la question de la liberté plus tard. Pour l'instant, j'essaye de introduire un peu notre débat. Troisième élément de la norme démocratique, l'unité. L'égalité, pardon. J'aimerais d'ailleurs mettre égalité et unité en même temps, parce que l'égalité dont je parle, elle ne se constate nulle part dans la nature. Il n'y a pas d'égalité dans la nature. Il n'y a pas non plus d'égalité dans l'histoire. L'idée d'égalité est une idée qui dérive de notre conception de l'unité conceptuelle du genre humain. Cette unité du genre humain, on n'en avait pas conscience dans les vieilles civilisations, à Babylone, à Sumer, en Égypte, en Inde, à Carthage, en Chine, etc. Dans les vieilles civilisations, on n'avait pas idée de cette unité du genre humain. Certains philosophes grecs, comme les stoïciens Zénon ou Sénèque, ou certains cyniques comme Antiphon, ont conçu l'unité et l'égalité de l'homme. Et je vais prendre l'exemple d'un homme que j'aime bien parce qu'il a été à la fois un grand chef d'État et un grand philosophe, c'est Marc Aurèle. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées, il écrivait ceci: « Représente-toi sans cesse le monde comme un être unique, ayant une substance unique et une âme unique. Représente-toi l'être humain comme un être unique, une substance unique et une âme unique. » Et il ajoutait à la fin de ses pensées qu'il ne fallait pas oublier la parenté qui unit l'homme à tout le genre humain, parenté qui n'est pas celle du sang ou bien de la semence, de la filiation, mais qui provient de la participation à la même intelligence. Et donc, l'égalité provient de l'unité du genre humain. Si on ne conçoit pas l'unité du genre humain, si on voit l'homme uniquement à travers le caractère disparate de sa vie existentielle, ses couleurs, ses tribus, ses confessions, ses différences qui sont multiples, et dont la nature et l'histoire nous offrent des exemples très, très, très nombreux, infinis, nous ne pourrons jamais déboucher sur le concept d'égalité. Et le concept d'égalité va par conséquent dépendre de notre conception de l'unité du genre humain. J'ai un certain nombre de citations que je ne vais pas reprendre ici parce que je vais prendre trop de temps pour les développer. Je dis tout simplement que les religions ont eu un très grand rôle pour asseoir ce concept de l'unité de l'homme en posant le mécanisme suivant, c'est qu'il y a un créateur. Si nous concevons un créateur et que nous nous concevons comme des créatures, il est évident que devant ce créateur, devant cette puissance souveraine, nous allons tous être égaux. J'ai dans l'Ancien Testament, dans la Torah, dans le Lévitique, dans la Mishnah, dans le Coran, dans les hadiths prophétiques, des tas d'exemples que je peux vous évoquer, mais malheureusement, par manque de temps, je ne le pourrai pas. Et enfin, la norme démocratique exige une autre chose, c'est la participation. Autrement dit, cela signifie qu'un système social et politique doit être établi sur la base de l'acceptation provisoire et conditionnelle des dirigeants par les dirigés, de la participation au pouvoir des membres adultes de la société, et exige également que les dirigeants doivent périodiquement renouveler la preuve de leur légitimité par le même procédé endogène. Donc, l'idée de la participation est une idée fondamentale. C'est à la fois une idée de participation, une idée de citoyenneté également, qui existe pour une raison très simple, c'est que les affaires publiques de la société doivent faire nécessairement l'objet de délibération, doivent faire nécessairement l'objet de choix,
et que personne ne veut être écarté de ses choix, de ses décisions. Ce qui se passe en France actuellement avec le fait des Gilets jaunes, ce n'est pas tellement la revendication de choses concrètes. Oui, bien sûr, il y a les revendications concernant les impôts, les taxes, les salaires et surtout le problème fiscal. Mais il y a derrière cela aussi, on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Voilà ce que disent les Gilets. On a l'impression de ne pas être écouté, on a l'impression que le régime représentatif ne nous accorde pas assez de droits. Et par conséquent, pour répondre à cette participation, il est nécessaire de trouver les moyens et les mécanismes pour réaliser la participation de tous au pouvoir par n'importe quel régime, y compris le régime représentatif, et de permettre à chacun aussi de participer en se présentant comme candidat à la direction des affaires publiques. Voilà par conséquent ce que j'entends en gros par norme démocratique. Maintenant, les applications particulières de cette norme démocratique, on va les oublier. J'accepte tous les régimes, que ce soit la démocratie libérale occidentale ou toute autre conception des régimes politiques, à condition qu'ils répondent à ces 4 conditions de la dignité, de la liberté, de l'égalité et de la participation. Mais le problème pour nous, c'est qu'il ne suffit pas de poser des principes. Maintenant, moi, je viens uniquement de poser des principes. Il faut les justifier. Il faut répondre au nom de quoi? Qu'est-ce que je vais dire à celui qui me dit « Moi, j'ai un régime meilleur que celui que tu proposes. J'ai le régime théocratique, j'ai le régime dictatorial, j'ai le régime aristocratique, j'ai le régime oligarchique. Comment peux-tu me prouver que les régimes qui dérivent de la norme démocratique sont supérieurs à tous les autres ?» Et là, on va avoir effectivement des difficultés. Parce que pour asseoir la validité universelle d'une norme, il faut la prouver. Il ne faut pas se dire, voilà, je vous offre une norme, prenez-la. Non, il faut la fonder, il faut la prouver. Il faut montrer qu'elle est valide sur le plan philosophique. Et la seule manière, pour moi, de répondre à ce souci, c'est justement le principe de non-souffrance que je reprendrai tout à l'heure. Mais la première difficulté à laquelle nous allons nous heurter est la suivante. C'est qu'il est très difficile de parler d'universalité alors que nous ne connaissons que des hommes situés. Nous ne connaissons que des conditions humaines. L'universalité, elle est très difficile à prouver sur le plan de l'expérience. Il y a des comportements sociaux très différents dans la vie. Il y a des études qui ont été faites sur certaines tribus, par exemple les X du Kenya ou les Nyangatom de l'Éthiopie, qui ont étudié par certains auteurs, Serge Torné notamment et Colin Turnbull, qui présentent des sociétés qui sont radicalement, qui ont des comportements radicalement contraires à ce que nous sommes habitués à admettre en matière de mariage, de mort, de sexualité, de vieillesse, de maladie, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails. C'est juste pour dire que signifie l'universalité pour un homme qui est toujours enfermé dans une condition humaine particulière. Et pour sortir de l'ornière de ce relativisme, nous devons construire un concept. Nous devons construire un concept et pour sortir de cette ornière-là, justement. Et ce concept, d'abord, ne peut pas être tiré d'autre chose que de la vie humaine elle-même, sans transcendance. Autrement dit, si nous voulons résoudre ce problème, nous devons admettre
que notre réflexion doit se situer au niveau humain, sans recours à une quelconque transcendance. Pourquoi? Parce que c'est notre vérité existentielle unique. L'homme que nous avons devant nous est notre réalité existentielle unique. Si nous faisons appel à des transcendances, notamment à des divinités, chacun aura sa divinité et on ne se mettra jamais d'accord. Les religions ne se mettront jamais d'accord sur une conception unique de l'homme, de la mort, de la vie, du destin, etc. etc. Par conséquent, nous sommes obligés méthodologiquement de partir d'une conception purement humaine de la norme démocratique. Et par conséquent, toutes les philosophies qui veulent fonder la norme démocratique sur une transcendance, notamment une transcendance religieuse, ne peuvent pas résoudre nos questions, ne peuvent pas nous aider à résoudre nos problèmes. Le problème qui consiste justement à savoir comment on doit construire un principe de vie pour l'homme potentiellement universel sur lequel nous puissions bâtir la norme démocratique. Et cela étant admis, le seul principe que je considère comme capable de résoudre notre problème précisément est le principe que j'appelle le principe de non-souffrance. Si nous acceptons de partir de l'homme et d'une réflexion uniquement sur l'homme, sans égard à des considérations transcendantes qui ont recours à Dieu, à des divinités, à des mystères, à des au-delà, etc., etc. Si nous admettons cela, le seul principe qui pourrait résoudre notre problème est le principe de non-souffrance, qui est très simple à formuler. Ce principe est un principe qui régit la vie de l'être humain dès le départ. Il s'agit d'un fait constatable, il s'agit d'un fait constatable par voie d'expérience. Et on n'en connaît pas d'exception. De la formation de l'embryon jusqu'à la mort, par instinct, par nature et avant tout discernement. Nous n'avons pas besoin d'avoir d'intelligence pour sentir la souffrance. Nous n'avons même pas d'ailleurs besoin d'éveil, parce que l'homme qui dort peut sentir la souffrance. Il n'a même pas besoin d'être en éveil. Je dis donc par conséquent que du début de la vie jusqu'à la mort, l'homme fuit la souffrance. Et par la suite, par raison, par intelligence ou par prospective, dans sa vie organisée d'adulte, il invente et construit tous les moyens susceptibles de lui éviter toute confrontation avec la souffrance. C'est pour cela que nous développons des politiques économiques, des politiques de santé, surtout. Pourquoi? Des politiques démographiques, pour éviter qu'on arrive à des catastrophes, à des chaos qui vont faire souffrir tout le monde. Par conséquent, toute société construit des politiques publiques d'éducation, de santé, de transport, des politiques économiques pour que l'homme ne tombe pas ou ne retombe pas dans une situation de souffrance. Et par conséquent, sur ce plan, je reprends un petit peu la philosophie d'Épicure qui affirmait la chose suivante, je le cite, « Une théorie non erronée des désirs doit rapporter tout choix et toute aversion à la santé du corps et à l'ataraxie de l'âme, puisque c'est là la perfection même de la vie heureuse. Car nous faisons tout afin d'éviter la douleur physique et le trouble de l'âme. » Voilà l'être humain. Nous faisons tout, collectivement et individuellement, pour éviter la douleur physique et le trouble de l'âme. Alors, une fois ceci posé, pourquoi je dis que la norme démocratique est seule à répondre à cette exigence de non-souffrance de l'homme? Qu'est-ce qui me permet de dire
que la norme démocratique permet de répondre à ces exigences fondamentales de l'être humain qui est la fuite devant la souffrance? Eh bien, c'est pour les raisons suivantes. Je pense que nous sommes d'accord pour admettre que l'être humain, c'est en fait trois dimensions. Une dimension physique, une dimension corporelle, une dimension morale et une dimension sociale. L'être humain est à la fois un corps, et le corps est très important, parce que quand le corps finit, tout finit. Mais l'être humain est également un être moral, pensant, jugeant et parlant, et enfin, c'est un être qui est par nature social. Nous ne connaissons pas dans l'histoire d'êtres vivant individuellement, cela est impossible. Alors, en tant que dimension matérielle et corporelle, l'homme a universellement tendance à protéger sa vie, reculer au maximum son terme en prenant soin de son corps, de sa nutrition, de sa santé. Par conséquent, le droit à la vie, au bien-être et à la santé, ainsi que la protection de l'intégrité physique, constitue le principe premier de toute philosophie morale universelle. Ça, je ne crois pas qu'on puisse admettre une exception à ce principe-là. Par conséquent, à ce niveau-là, au niveau de la dimension physique, matérielle, corporelle de l'homme, le principe de non-souffrance est un principe vitalement, je dirais, vitalement ancré dans l'homme, beaucoup plus vitalement ancré dans l'homme que le principe du bonheur, de l'utilité ou du plaisir. Par conséquent, si tout homme réagit à la douleur, si tout homme fuit spontanément devant la douleur, la philosophie qui nous dira « respecte l'intégrité physique de ton prochain, respecte la vie de ton prochain, parce que si tu ne la respectes pas, tu vas lui infliger une souffrance », c'est une philosophie qui répondra à cette exigence d'universalité. Alors vous allez me dire, oui, mais la souffrance, elle est relative. Elle ne s'exprime pas de la même manière. Elle n'est pas donc universelle. Mais là, je regrette de dire que si les formes d'expression de la souffrance sont différentes selon les cultures, les civilisations, les religions, etc., si cela peut avoir des formes variées d'expression, le principe en lui-même n'a jamais été et ne pourra pas être remis en cause. Et par conséquent, la recherche du traitement et du soulagement de la pathologie physique ou morale, que ce soit par la sorcellerie ou par la magie ou par la prière ou par les différentes formes de médecine, la magie, la prière, la médecine, la sorcellerie, etc., ce sont toutes des manières de résoudre le problème de la souffrance, ce qui montre d'ailleurs que la question de la non-souffrance est une question universelle. Alors, on me dit également, on m'a dit que, enfin comme contre-argument si vous voulez, que dans certaines situations, ce qui semble être souffrance du point de vue humain, en fait, ne fait qu'accompagner naturellement d'autres phénomènes de la vie. Par exemple, l'accouchement. L'accouchement pour les femmes, pour les femelles de l'espèce humaine, mais également pour l'espèce animale. Ou certaines autres formes qu'on pourrait regarder comme de la souffrance. Par exemple, nous avons vu que nous savons que dans certaines espèces animales, il y a des fécondations traumatiques ou des fécondations suicidaires. Par exemple, dans certaines catégories d'insectes, je crois que c'est des bourdons, voilà. Le bourdon, après l'acte sexuel, explose en plein vol. Et pourtant, pour maintenir l'espèce, il est bien obligé de
avoir sa relation avec une femelle, mais sachant pourtant, je ne sais pas s'il le sait, mais enfin, le résultat, c'est qu'il va exploser juste après. Mais on a vu également que le marsupial, par exemple, mâle, meurt après des copulations successives avec des femelles. Alors, c'est un argument qui ne m'arrête pas. C'est un argument qui ne m'arrête pas dans la mesure où, à supposer, ce qui n'est pas tellement vérifié, à supposer que on puisse qualifier de souffrance de tels phénomènes, eh bien, il s'agit de phénomènes qui sont imposés par la vie, qui sont imposés par la nature et dont les êtres humains cherchent quand même à se débarrasser. C'est pour ça que la médecine a cherché à résoudre le problème de l'accouchement en inventant, par les techniques médicales de toutes sortes, l'accouchement sans douleur. Donc ce n'est pas parce que l'accouchement, ce n'est pas un acte qu'on fait avec plaisir, bon, c'est un événement heureux, moralement heureux pour la famille, mais c'est quand même pas un acte très agréable pour la femme. Et justement, l'argument ne vaut pas, on ne peut pas me dire oui, mais la souffrance, elle existe dans la nature, etc. On n'y peut rien, la preuve, c'est l'accouchement, mais je dis justement que l'effort de l'être humain pour résoudre le problème de l'accouchement, ça a été d'inventer la médecine pour l'accouchement sans douleur. Par conséquent, cet argument-là ne m'arrête pas. Alors, je pense que nous serons tous d'accord pour dire que dans cette dimension matérielle ou corporelle de l'homme, le principe de non-souffrance gouverne la vie humaine d'une manière absolue. C'est un principe quasiment absolu, même si nous voyons des phénomènes qui semblent des phénomènes de souffrance que j'ai évoqués, que je viens d'évoquer, exister dans la nature. Ce sont peut-être des phénomènes... D'abord, il faudrait être sûr que ce soit des phénomènes de souffrance. Le bourdon qui explose en plein vol après la copulation, je ne crois pas que ce soit vraiment un phénomène de souffrance. Et par ailleurs, pour les phénomènes de souffrance qui existent dans la nature et qui sont acceptés, puisque l'accouchement reproduit et permet le maintien de l'espèce, eh bien, je dis quand même que, malgré cela, l'homme a toujours œuvré pour mettre fin à cette souffrance avec l'accouchement sans douleur. Ça, c'est pour résoudre le problème de la souffrance dans sa dimension matérielle ou corporelle. Deuxièmement, l'être humain est un être moral, pensant, jugeant et parlant. C'est ce qui le différencie de l'animal. Et l'idée générale, pour moi, elle est très simple. Elle est très simple. Imposer à l'homme, à l'être humain, lui imposer une atteinte ou un barrage à l'expression de sa pensée, de son jugement ou de sa parole, provoque pour lui un sentiment de peine ou un sentiment de souffrance. Chacun de nous est un être moral, chacun de nous est un être pensant, chacun de nous est un être jugeant et chacun de nous est un être parlant. L'idée donc est très simple. Si vous portez atteinte à mon droit naturel, et je dis là naturel au sens le plus cru du terme, ce n'est pas au sens de la philosophie du droit naturel, telle qu'elle existe chez Vittoria, Grotius, etc. Non. Je parle ici de la nature intrinsèque, de la nature quasiment biologique de l'homme. Si vous portez atteinte à mon désir de penser, ma joie de penser, de juger et de parler, vous m'infligerez une souffrance inévitable. Et par conséquent, la norme qui respectera ma liberté de penser, ma liberté de jugement et ma liberté de parole, c'est cette norme qui respectera le principe de non-souffrance au niveau de l'être moral, pensant, jugeant et parlant, et c'est cette norme que j'adopterai. Or, je ne vois pas quelle est, si vous voulez, ailleurs que la norme démocratique, je ne vois pas quel autre principe politique répondrait à cette exigence de respect de l'être moral, pensant, jugeant et parlant, à part la norme démocratique. Parce que c'est dans le fondement de la norme démocratique, comme nous le savons tous aujourd'hui,
pas à travers les régimes de la démocratie libérale, mais à travers le principe même de la démocratie, tel qu'il a été, par exemple, affirmé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que c'est la norme démocratique est la seule qui réponde à cette exigence. Alors, quand je dis liberté, liberté de penser, liberté de juger, liberté de parler, j'évoque ici, bien entendu, la liberté d'abord d'avoir un doute sur ce qui nous entoure. C'est la liberté de l'interrogation, c'est la liberté du doute, c'est-à-dire la liberté du philosophe. Quand je parle de liberté également, je parle de liberté de chercher pour nous le meilleur régime politique, la meilleure économie, le meilleur système, la meilleure religion, etc., etc. C'est-à-dire, c'est la recherche du moraliste. Donc, il y a la liberté de l'interrogation, la liberté du doute, ce qui nous donne la liberté philosophique. Il y a également la recherche du meilleur, ce qui nous donne la liberté du moraliste. Et enfin, il y a la liberté curieuse, la liberté de la curiosité, la liberté de connaître le monde. Et ça, c'est la liberté scientifique, c'est la liberté de la connaissance scientifique. Et enfin, la liberté de convoquer l'invisible, d'interpréter le monde, de colorer le monde, de peindre le monde. Et ça, à ce niveau, nous retrouvons la liberté de l'artiste, la liberté du chanteur, la liberté du peintre, la liberté de l'homme de lettres, la liberté du poète. Autrement dit, toutes ces libertés, la liberté philosophique, la liberté du moraliste, la liberté de la connaissance scientifique, la liberté créative et imaginative, la convocation de l'invisible, tout cela fait partie de ma liberté en tant qu'être moral, pensant et jugeant, et toute entrave à ma liberté de penser, de juger et d'exprimer ma pensée constitue pour moi une souffrance. Pourquoi ? Parce que cet être moral, pensant, jugeant et parlant fait partie de ma constitution, pas de ma constitution physique, évidemment, mais de ma constitution morale, qui est une constitution naturelle. Et par conséquent, toute entrave à cet être moral est une souffrance. Par conséquent, la norme démocratique va reconnaître cette liberté, d'où ce que j'ai indiqué là, sous le 2, être moral, pensant et jugeant, le principe de non-souffrance et la liberté. Effectivement, le principe de non-souffrance conduit à la liberté, mais le principe de non-souffrance va conduire également à autre chose. Il va conduire à la fraternité. Il va conduire à la fraternité. Dans quel sens ? Eh bien, dans le sens où connaissant la souffrance par expérience personnelle, chacun a fait l'expérience d'une rage de dents, par exemple, nous savons ce que c'est qu'une rage de dents, chacun a fait l'expérience de la séparation, a vu des proches disparaître, des proches être malades, a eu des chagrins, etc. Nous savons par expérience personnelle ce que c'est que la souffrance physique et ce que c'est que la souffrance morale. Mais alors, comment devient-elle universelle ? Comment ce sentiment personnel, purement subjectif, va-t-il pouvoir devenir universel ? Par quel moyen ? Eh bien, par le moyen que chacun de nous s'identifie au même. J'écris même en majuscule ici. Et par la nécessité de partager ce même. Ce même, c'est l'humanité, et c'est les biens dont peut disposer l'humanité. Par conséquent, en m'identifiant au même, Ricoeur parle de mêmeté, la mêmeté. En m'identifiant à cette mêmeté qui doit être partagée, eh bien, je vais développer à partir de là un devoir-être de fraternité. Autrement dit, je reprendrai d'ailleurs le problème bientôt, notre expérience subjective directe de la souffrance s'universalise par la transposition de l'expérience personnelle de la souffrance sur les autres, par l'effet d'une perspective à deux sens. Par l'effet d'une perspective à deux sens, il faut que je me pense moi-même comme un autre,
ça c'est Ricoeur, mais également, il faut que l'autre se pense comme moi-même. Et c'est dans ce va-et-vient de se penser comme un autre et pour l'autre de se penser comme moi-même qu'on arrive à l'universalisation. Par conséquent, la conscience de la dignité de l'être moral, pensant, jugeant et parlant se constitue par le phénomène de la propagation, tout simplement, par le phénomène de la contagion. Et j'aurai à revenir à cette question tout à l'heure. Troisième dimension de l'homme. La troisième dimension de l'homme, c'est que l'homme est un être social et qu'il est organisé en groupements sociaux. Chacun a exprimé cela avec sa manière de dire. Les Grecs ont dit zone politikon, les Arabes ont dit al-insanu madaniyun bit-tab', l'homme est civique par nature, et civil par nature. Qu'importe, nous ne connaissons pas d'homme autrement qu'en société, et par conséquent, naturellement, d'ailleurs nous n'avons qu'à voir la société des enfants pour arriver à cette conclusion, et les chamailles entre les enfants quand le principe de participation, par exemple, est atteint, ou que le principe d'égalité est atteint. Heureusement que les enfants ont toujours le tribunal des parents pour régler ces problèmes, mais nous les voyons constamment, dès le plus jeune âge, se chamailler pour les questions de hiérarchie, d'égalité, de participation au pouvoir, de liberté, etc. Et pour cela, heureusement, les enfants ont le tribunal de l'autorité familiale. Mais en tout cas, pour résumer, parce que je dois maintenant aller plus vite, pour résumer, c'est que cet homme par nature civique, désire participer à destinée de sa collectivité, désire y participer en donnant son conseil, en donnant sa voix, en élisant ses représentants, en se portant candidat aux magistratures, etc., etc. Et par conséquent, la norme qui respecte ce désir humain de participation à la collectivité, avec toutes les formes de participation, est une norme qui répond d'abord, un régime ou un modèle politique qui porte atteinte à ce désir de participation de l'homme à sa collectivité, lui inflige une souffrance, parce que l'homme est naturellement porté à vivre en société et donc naturellement désireux de participer pleinement à la vie de sa société. Par conséquent, imposer à l'homme une contrainte sur ce plan-là va lui infliger une souffrance, et par conséquent, la norme que nous devons admettre pour que cette exigence de participation soit respectée, c'est la seule qui réponde à cette condition-là, c'est la norme démocratique. Bien sûr, vous allez me dire, oh, mais les hommes peuvent être très heureux, on les a vus être très heureux dans des sociétés dictatoriales, donnez-leur à manger. Les Romains disaient, certains empereurs romains disaient, faites marcher le cirque, vous verrez que ça ira très bien, qu'il n'y aura pas de problème. Non, ça ne se passe pas comme ça. Hélas, heureusement d'ailleurs pour l'être humain que ça ne se passe pas comme ça. Il y a l'aliénation, c'est vrai, il y a que on arrive à faire croire à l'esclave que sa condition d'esclave est bonne, et certains esclaves ont cru que leur condition est bonne dans l'histoire de l'esclavage, ça c'est sûr. La case de l'oncle Tom, voilà, la case de l'oncle Tom, qui était très content de son statut d'esclave. On peut faire croire aux hommes qu'ils sont très bien sous la dictature pourvu qu'on leur donne bien à boire et bien à manger. Et donc, voilà, on crée toute forme d'aliénation pour dire que l'homme peut être très heureux dans une société qui n'est pas démocratique. Mais je regrette, ça ne se passe pas comme ça, parce que l'aliénation a toujours une fin. L'aliénation n'est jamais permanente en l'homme, et il finit par arriver un jour, la révolution, où l'homme se dresse contre cette aliénation, reprend sa liberté et développe sa nature civique, sa nature d'homme voulant participer
librement à la vie de son groupe. Par conséquent, toutes les formes d'aliénation sont provisoires et les révolutions, justement, c'est ce que je vais dire dans cette conclusion provisoire, les révolutions ne font que confirmer cette idée. Il y a des révolutions depuis que le monde existe, et nous avons avec nous des historiens qui peuvent nous le confirmer, et ils le savent mieux que moi, que depuis que l'homme existe, que depuis que les systèmes politiques existent, il y a des révolutions tout au cours de la longue épopée historique de l'humanité. Mais les révolutions, qu'est-ce que c'est ? Lorsque nous étudions les révolutions, nous sommes effrayés par la banalité des slogans révolutionnaires partout, depuis que le monde existe. La révolution des esclaves, les révolutions serviles sous la République romaine, la révolution des Zenj sous les Abbassides, la révolution des Karmates sous les Abbassides, toutes les révolutions qui ont eu lieu jusqu'aux dernières révolutions arabes, y compris. Mais quels sont leurs slogans ? C'est d'une affreuse banalité. C'est toujours dignité, égalité, justice, etc., etc. C'est trois ou quatre mots qui reprennent toujours les mêmes idées de la liberté, de la participation, de l'égalité, de la justice, etc., etc. Et les révolutions, pour moi, c'est la preuve historique que le principe de non-souffrance a une valeur non pas seulement individuelle, mais une valeur globale, une valeur sociale, une valeur pour toute la société. Une révolution, ce n'est pas un fait individuel, nous n'allons pas discuter cela quand même, ce n'est pas deux personnes qui parlent, une révolution c'est collectif. Or ce collectif s'insurge pourquoi ? Développe une révolution pourquoi ? Parce que les gens en ont assez de souffrir et qu'un jour ou l'autre, ils se libèrent de toutes les formes d'aliénation et renversent leur gouvernement parce que ce gouvernement les fait souffrir. J'ai amené avec moi des textes de la Révolution américaine, des textes de Shakespeare, des textes poétiques, etc., pour montrer que partout, dans tous les arts du monde, dans toutes les révolutions du monde, cette non-souffrance est une revendication perpétuelle de l'être humain. Au niveau global, non seulement au niveau individuel, ça je l'ai dit, j'ai insisté là-dessus, mais au niveau global de la société. Regardez, je prends par exemple la déclaration d'indépendance américaine. Je vous la lis. Je vais vous la lire juste pour vous donner une idée. J'ai des dizaines d'exemples ici. La déclaration d'indépendance américaine. Telle fut la patiente souffrance de ces colonies. Telle fut la patiente souffrance de ces colonies. Là, les Américains veulent dire aux Anglais, bon, ça va, on a été patient, mais maintenant, c'est fini. La patiente souffrance de ces colonies. Et telle est maintenant la nécessité qui les oblige à modifier leur ancien système de gouvernement. L'histoire de l'actuel roi de Grande-Bretagne est faite d'injures, d'abus de pouvoir répétés, avec comme objectif l'établissement d'une tyrannie. Eh bien, autrement dit, messieurs les Anglais, cessez de nous faire souffrir. Et pour cela, on a fait l'indépendance, et je peux vous multiplier les exemples de révolutions dans tout. Alors moi, je suis bien placé pour en parler, parce que ces slogans de la dignité, de la liberté, de la justice, toujours les mêmes qui se répètent toujours au cours de l'histoire. Je vous répète, d'une affreuse banalité. Je les ai vécus dans mon pays, puisque c'est exactement les mêmes slogans que nous avons criés tous au niveau de la... quand il y a eu la révolution tunisienne. Alors maintenant, je vais passer à un autre problème. Je saute beaucoup d'éléments qui sont dans mon exposé. Aïe. J'aurais dû faire 3 tableaux, pas 2. Alors, mais très rapidement, nous allons nous heurter à un problème immense ici. C'est un problème d'ordre philosophique. C'est ce qu'on appelle la loi de Hume. Je vais la traiter très très rapidement et d'une manière spontanée, sans revenir à mes notes, parce que ça prendra du temps. Quel est ce problème ? Ce problème, c'est qu'on nous dit la chose suivante. Les philosophes nous opposent les choses suivantes. Ok, la souffrance est un fait de la nature. Et la non-souffrance est également un fait de la nature.
c'est dans notre être. Ils seront d'accord avec moi jusque-là. Vous dites que la non-souffrance anime l'être humain au cours de toute sa vie. Oui, c'est d'accord. La non-souffrance, la fuite devant la souffrance, anime les sociétés collectives au cours de leur histoire. Nous sommes d'accord. Mais à partir de là, me dit-on, nous ne pouvons pas tirer une règle morale. Nous ne pouvons pas tirer un devoir-être. Autrement dit, l'idée d'une morale naturelle est une contradiction philosophique. Parce qu'on ne peut pas tirer un devoir-être à partir de la nature, à partir de l'être. Ça, c'est la philosophie allemande, c'est la philosophie anglaise d'abord, David Hume, mais c'est également Kant, c'est également Kant. Et puis alors, chez les juristes, ça a été... c'est Hans Kelsen, le philosophe du droit, qui a émis au niveau du droit on ne peut pas tirer un devoir-être à partir de l'être. Or, vous nous dites que la non-souffrance fait partie de l'être, vous ne pouvez pas en tirer un impératif moral et nous dire vous devez agir comme ça ou vous devez agir comme ça. Et j'ai lu dans une récente lecture que j'ai faite de Yuval Noah Harari dans Homo sapiens, il disait l'oiseau vole. L'oiseau vole, c'est un fait de nature. Ça ne nous donne pas le droit de dire l'oiseau doit voler et qu'il a le droit de voler, parce qu'on ne peut pas tirer un devoir-être de l'être. Et les citations que vous avez là, ce genre de morale n'est qu'un rêve impossible, une chimère, c'est celle d'un philosophe iranien, un grand philosophe iranien, dont je parlerai la prochaine fois, qui est Abdul-Karim Soroush. Et quand il dit ce genre de morale, il veut parler de la morale tirée de la nature, n'est-ce pas, l'impératif moral tiré de la nature, comme je prétends le faire moi-même. Et puis l'autre, c'est une citation de Luc Ferry qui dit « Si les dispositions morales existent en l'homme, elles sont tout sauf naturelles. » Autrement dit, pour construire une morale, nous devons sortir de la nature. Et Luc Ferry dit « Nous devons sortir douloureusement de la nature, nous arracher à notre nature pour fonder une morale. » Alors que faire? Si on ne peut pas si on ne peut pas construire un devoir-être à partir de l'être, tout ce que je vous dis là sur le principe de non-souffrance tombe à l'eau. Je suis en train de dire des bêtises, je suis en train de raconter des bêtises. Je ne peux pas vous dire à partir d'un fait d'expérience, la fuite de la non-souffrance, la fuite devant la souffrance, nous allons construire le respect de la dignité, de la liberté, etc., etc. On ne peut pas tirer ça de la nature. Alors j'ai une réponse que là, en 7 points que je vais énumérer très très rapidement. C'est ce que j'appelle les 7 ponts de passage pour admettre qu'on peut tirer le devoir-être à partir de l'être, parce que moi, je considère que, quelle que soit l'autorité d'Emmanuel Kant, quelle que soit l'autorité de David Hume, chacun de nous a droit d'être un peu philosophe et éventuellement de les contester. C'est donc très modestement, très très modestement, que je rentre dans le domaine des philosophes. Et je ne rentre pas dans le domaine de philosophes mineurs, mais je rentre dans le domaine de philosophes majeurs. Par conséquent, c'est de ma part un acte d'arrogance absolue de le faire, mais je vais le faire quand même. D'abord, je ne suis pas d'accord quand on me dit « l'oiseau vole, ça ne lui donne pas le droit de voler ». Je ne suis pas d'accord. L'oiseau vole comme moi je respire. L'oiseau vole comme moi je respire, comme moi je marche, et vous, comme moi bien sûr. Et le fait que je respire est un fait de nature. Mais de ce fait de nature, je peux aboutir à la conclusion suivante, c'est que si vous m'empêchez de respirer, vous allez m'infliger une souffrance, d'ailleurs une souffrance intolérable, que vous n'avez pas le droit de m'infliger.
Et là, je dis tout simplement que si l'oiseau vole, je suis désolé, il a le droit de voler. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de lui couper les ailes pour l'empêcher de voler, parce qu'on l'empêcherait d'exécuter sa nature, comme on m'empêcherait d'exécuter ma nature si on m'empêchait de respirer. Par conséquent, le modèle de Hume et le domaine de Kant, je m'excuse avec tout le respect que je leur dois et avec beaucoup de modestie, parce que je sais que si je rentre dans leur terrain, ils vont m'écraser, mais alors, comme un ver à soie. Mais je le fais quand même. Je ne suis pas convaincu par cette idée qu'on ne peut pas tirer de la nature des choses, de l'être des choses, un devoir-être. Et mes 7 points de passage sont les suivants. Je les évoque très rapidement. Il fait partie de la nature de l'homme d'être un être moral. Ah oui, parce que moi, l'être moral fait partie de la nature. Je ne distingue pas entre l'être moral en nous et l'être physique. C'est un tout. Personne ne peut dissocier. Personne ne peut dissocier, y compris la médecine. Par exemple, la psychiatrie, aujourd'hui, ne peut pas nous dire si les maladies psychiatriques relèvent de l'être moral ou du corps cérébral. Est-ce que c'est des maladies de la chimie? Est-ce que c'est des maladies de la chimie de l'homme? Est-ce que c'est la chimie qui ne marche pas? Ou est-ce que c'est autre chose? Des souvenirs, des accumulations, des vies antérieures, etc. Qui peut dire, qui peut répondre à cette question-là? Et comment pouvez-vous dissocier entre l'âme de l'âme? Je refuse de parler d'âme, moi, parce que quand on dit âme, c'est déjà séparer l'âme du corps. Entre le corps cérébral de notre cerveau et le corps intellectuel de notre cerveau, si vous voulez. C'est très difficile. Et donc, je dis qu'il fait partie de la nature de l'homme d'être un être moral, pensant, parlant et discernant. Deuxièmement, que c'est un fait universel d'expérience, que la douleur et le chagrin provoquent une sensation de mal chez tout individu, qu'on appelle souffrance, que la fuite devant toute souffrance est également un fait universel, prouvé par l'expérience, que tout individu éprouvant cette souffrance sait, en vertu du point 1, vous l'avez en haut, que ses semblables l'éprouvent autant que lui. 5. Sachant que la souffrance est préjudiciable, il va toujours, en vertu de sa nature, ou simplement pour éviter la vengeance, s'interdire de l'imposer aux autres. Cette interdiction devient une prescription, un devoir-être, déduit cependant de la condition de l'être. Et, alors oui, bien sûr, ça, le numéro 7, c'est lorsqu'on me dit, vous dites la non-souffrance, mais la vie de l'homme est un océan de malheur et de souffrance. L'histoire, c'est l'histoire de la souffrance. L'homme est là qu'en tant qu'incarnation de la souffrance, etc. Mais je dis, écoutez, quand même, c'est avoir une vue extrêmement pessimiste de l'homme, de ne voir dans l'histoire de l'homme que cet océan de souffrance. L'histoire de l'homme, c'est aussi un océan de bienfaits, de compassion, de pitié. Mais enfin, ce n'est pas en France que je dirai aux gens ce que c'est que la résistance. Ce n'est pas en France que je vais venir enseigner les concepts de résistance. Oui, il y a eu la domination, la dictature, le génocide, l'Holocauste, la discrimination envers les Juifs, etc., etc. Mais il y a eu partout en France, et pas d'ailleurs en France uniquement. Je m'enorgueillis d'appartenir à des nations arabes qui ont protégé les Juifs pendant que les nations européennes, et il s'agit notamment du Maroc, la position du roi Mohamed V, qui a dit aux Français qu'il n'était pas question d'appliquer au Maroc les lois discriminatoires de Vichy, parce que les sujets juifs marocains sont les sujets du roi au même titre que les musulmans. Et le deuxième, c'est le Monsef Bey, le roi tunisien, qui a adopté exactement la même position, et il a été dégommé d'ailleurs, il a été renvoyé par les Français qui n'aimaient pas du tout son indépendance d'esprit. Par conséquent, ces réponses, voilà, elles constituent pour moi la manière de nous en sortir de cette aporie qui consiste à nous dire on ne peut pas tirer un devoir-être de l'être. Je dis et j'insiste pour dire que nous pouvons quand même considérer
cette position de Hume et Kant comme une pétition de principe contre laquelle nous pouvons nous libérer. Mais alors, vous allez nous dire, d'accord, ok, mais comment on va passer du fait à la norme? Comment va-t-on passer du fait à la norme? Eh bien, je dis tout simplement 3 arguments. Je sors un peu du plan que je vous ai donné. Le premier, j'en ai déjà parlé. C'est l'argument de Paul Ricoeur. Autrui comme soi-même comme autrui et autrui comme soi-même. C'est-à-dire qu'en m'identifiant à l'humanité, en oubliant nos différences, je vais finir par croire que j'appartiens à quelque chose que j'appelle le même, avec un M majuscule, ce même qui nous est commun, cette mêmeté qui nous est commune et que nous devons partager. 1. Deuxièmement, on me dit, l'objection qu'on me fait, c'est que si la non-souffrance était naturelle, eh ben, on n'a qu'à la laisser faire toute seule. On n'a pas besoin de devoir être. On n'a pas besoin de devoir être. On n'a qu'à la laisser travailler toute seule. Mais c'est là que je dis, oui, mais faites attention. Faites attention. Cette identification de l'un à l'humanité tout entière, cette identification des mêmes que nous sommes, aux mêmes qui nous unit. Il y a des forces contraires dans la nature qui peuvent la bloquer ou même la neutraliser, parce que l'homme n'est pas un ange. Voilà, le problème de l'homme, c'est que ce n'est pas un ange. Et s'il peut être porté vers le bien, il peut être également porté vers le mal. Et par conséquent, l'effort que nous devons faire, ce n'est pas d'abandonner le principe de non-souffrance, c'est le corriger, c'est-à-dire que, sachant que notre recherche du bien peut être contredite par des forces hostiles de domination, d'égoïsme, de violence, de cupidité, de sécheresse de cœur, de caractère impitoyable, etc. Et on voit les hommes tout le temps agir comme ça, hélas. Mais voyons d'un autre côté que l'homme a une propension à chercher le bien et à soulager ses semblables au long de la non-souffrance. Nous devons réguler une partie de la nature au détriment d'une autre partie de la nature. Autrement dit, nous avons 2 natures. Notre seul effort intellectuel, c'est de faire prévaloir une face de cette nature sur une autre face de cette même nature. Autrement dit, nous devons juguler et bloquer nos tendances vers la rapine, la cupidité, la domination, la violence, etc., les juguler, les arrêter, pour faire triompher la tendance, l'autre tendance, n'est-ce pas, de l'être humain. Et ça, c'est au nom de notre liberté. Voilà où notre liberté doit intervenir. Et donc, on passe du fait à la norme grâce à notre liberté de choix entre les 2 faces de la nature. Nous n'avons pas à choisir entre nature et contre nature, mais à choisir entre 2 faces de notre nature. Et le deuxième argument, pour expliquer comment on passe du fait à la norme, c'est tout simplement notre conscience de l'unité de l'être humain. Je crois que j'en ai déjà parlé, je n'ai pas besoin de revenir, ça serait trop long. Il y a des précisions que je voulais faire ici, mais je ne vais pas m'y arrêter et je passe à l'autre défi, à notre autre défi et 2 derniers défis. On nous dit, ni dans la biologie, ni dans l'histoire, ni dans la culture, nous ne voyons la liberté, l'égalité et la liberté, l'égalité, la participation, etc. C'est ce que j'appelle le défi du relativisme biologiste et historico-culturaliste. Alors là, c'est notre ami, justement, j'en ai parlé au début de mon exposé, c'est Yuval Noah Harari qui, dans Homo sapiens, développe ces idées.
Il développe ses idées, non pas tellement par esprit antidémocratique ou par esprit contraire aux droits de l'homme, mais parce qu'il a beaucoup travaillé dans la biologie, il a beaucoup travaillé dans les cultures, et il nous dit, j'ai des citations, il nous dit que tout ça c'est des mythes. C'est des mythes, les droits de l'homme c'est des mythes, la monnaie c'est des mythes, c'est de l'imagination. Nous vivons avec un monde imaginaire. L'homme vit de son imagination. Les constitutions, les droits de l'homme, la démocratie, même la monnaie, les banques, l'échange, etc., c'est de l'invention pure de l'imagination. Et il nous dit, dans la vie biologique, nous ne rencontrons jamais d'égalité, il n'y a que de l'inégalité entre les êtres, entre le règne animal et le règne humain, entre les humains. Il n'y a que des différences et il n'y a pas de liberté. Il y a des déterminismes. Là, je ne vais pas donner les citations, elles sont là dans mon texte, mais enfin, c'est sa grande théorie. Et par conséquent, les droits de l'homme, la démocratie, ça n'existe pas. Ça n'existe ni dans l'histoire, ni dans la culture, ni dans la biologie. Dans tout cela, nous ne voyons que inégalité, hiérarchie, domination du moins fort par le plus fort. C'est ça l'histoire, c'est ça la biologie. L'histoire de l'homme, c'est l'histoire d'une destruction. Ça, je me souviens toujours de sa phrase. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'une destruction, n'est-ce pas? C'est l'histoire d'une destruction, c'est l'évolution, et l'évolution, elle n'a aucune considération ni pour l'égalité, ni pour toutes ces idées creuses et ces idées fumeuses qui sont les idées de droits de l'homme et de la démocratie, etc., etc. Eh bien, moi, je vous dis que ces thèses-là sont extrêmement dangereuses parce que elles nous font sentir que nous sommes en état de faiblesse parce qu'elles apportent des arguments scientifiques. Mais c'est des arguments faussement scientifiques, c'est des arguments qui ne doivent pas nous impressionner parce que c'est vrai que beaucoup de nos idées sociales sont des idées imaginaires. C'est vrai que les droits de l'homme, c'est une invention. C'est vrai que la biologie ne connaît que les inégalités. Mais justement, ce qu'il faut dire et redire à ce type de pensée, c'est que nous ne sommes pas des insectes. Nous ne sommes pas des hordes, nous ne sommes pas des troupeaux. Nous sommes des êtres humains doués d'intelligence et de nature. Et c'est cette confrontation entre notre nature et notre intellect et notre intelligence qui doit faire l'équilibre et qui doit nous convaincre que la seule manière de résoudre les contradictions de notre nature, aussi bien que les contradictions de notre intellect, c'est la norme démocratique, dont, en conclusion, je vais dire deux mots. La supériorité de la norme démocratique et du droit qui en dérive. La norme démocratique, pour moi, elle a deux supériorités par rapport aux philosophies antidémocratiques, que ce soit les philosophies radicales religieuses ou que ce soit les philosophies aussi religieuses que les premières, les philosophies religieuses laïques comme le fascisme, n'est-ce pas, comme le national-socialisme, etc., comme le marxisme, enfin le marxisme appliqué en tout cas, le marxisme appliqué, tel qu'on l'avait vécu en Russie ou en Chine ou je ne sais pas où. À tout cela, je dis qu'il existe une supériorité de la norme démocratique sous un double point de vue. Un point de vue théorique et un point de vue pratique. Sur le plan théorique, je termine vraiment, sur le plan théorique, la norme démocratique a la supériorité théorique suivante, c'est qu'elle prend l'être humain dans sa vie sociale, politique et terrestre
comme sa seule vérité existentielle. Lorsque nous voulons construire la norme démocratique, nous ne travaillons pas sur du mystère. Nous ne travaillons pas sur du mystère. Nous travaillons sur la chair et le corps et l'esprit de l'être humain, qui sont des réalités existentielles, expérimentales. Et vous avez vu que depuis le début, je ne fais que parler de la chair et de l'esprit de l'homme. Le principe de non-souffrance n'est pas quelque chose qui m'est imposé par le ciel, qui m'est imposé par un Dieu quelconque, parce que chacun de nous ayant son Dieu, nous ne nous mettrons jamais d'accord si chacun construisait son mystère, sa transcendance, etc., etc. Le seul élément qui peut être commun, et c'est de là que vient la supériorité théorique de la norme démocratique, c'est qu'elle est construite sur le réel, elle est construite sur une vérité existentielle irréfutable. La deuxième supériorité de la norme démocratique, c'est que c'est la seule qui permette aux autres de se manifester, et y compris ses ennemis. D'ailleurs, d'où la faiblesse de la norme démocratique, d'où sa faiblesse. La norme démocratique a cette supériorité pratique inestimable, c'est que c'est la seule norme qui permette l'éclosion de régimes qui admettent leurs ennemis en leur sein, qui admettent leurs ennemis mortels, le radicalisme religieux, le fascisme, tout ce que vous voulez, qui leur donne la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de croire. Bien entendu, il y a d'immenses dangers, et c'est là la faiblesse, la terrible, la grande faiblesse de la norme démocratique, c'est que justement, en permettant à ses ennemis de s'introduire en son corps, elle va leur permettre parfois de détruire ce qui leur a permis d'accéder au pouvoir. Et vous savez, hélas, que les expériences humaines dans ce domaine-là ne sont pas des expériences rares, mais des expériences très nombreuses. Mais il reste que la norme démocratique est la seule qui puisse inspirer des régimes politiques, constitutionnels, juridiques, qui soient capables de permettre la cohabitation de tous. Moi, je dis souvent, nous ne sommes pas obligés d'aimer ceux que l'on déteste. On peut détester qui l'on veut. La démocratie, la norme démocratique nous apprend tout simplement la cohabitation entre les contraires, la cohabitation entre les ennemis, grâce au débat public, grâce à d'autres formes. Les formes ne m'intéressent pas, moi. Les élections, le consensus, ce n'est pas cela qui m'intéresse. Je dis tout simplement qu'en tant que norme, la norme démocratique est la seule qui est susceptible d'inspirer des régimes qui admettent le débat entre des ennemis, sans les obliger à s'aimer les uns les autres. Et s'aimer les uns les autres, ça c'est une norme morale, c'est une norme religieuse, mais nous tolérer les uns les autres, c'est le principe fondamental qui dérive de la norme démocratique, en quoi s'illustre sa supériorité. Merci beaucoup. Bien, on a à peu près 3/4 d'heure de discussion pour prolonger ce premier temps de réflexion sur la norme démocratique avant qu'il y ait le deuxième temps de l'interaction avec l'islam. Sera beaucoup moins abstrait. Je crois qu'aujourd'hui, par la nature de mon sujet, j'ai été obligé d'être abstrait, mais en voulant respecter le temps, j'ai été obligé de massacrer l'essentiel de mes idées. Mais enfin, ça c'est le danger de l'exercice. Hein. Mais comme moi, j'ai une première question pour lancer le débat. En t'écoutant, ça croise les objections qui sont faites, etc., mais qui est quand même, par rapport au principe de non-souffrance, qu'en est-il du désir de souffrance ? Qu'en est-il du désir de souffrance ? Parce que les psychanalystes ont quand même pas mal travaillé sur, oui, certes, Eros, mais aussi Thanatos, et donc des régimes qui se transforment dans des régimes politiques, justement par le goût de l'abjection.
ce qu'a montré très bien Pasolini avec Salo, mais ce que voilà, il y a ici dans la salle Ben Kernan qui est un spécialiste du génocide cambodgien, de Anka et de S21, etc. Donc c'est pas le principe de la non-souffrance, c'est le principe d'infliger le plus de souffrance possible. Et donc ce désir de la souffrance ou de la servitude volontaire, on dirait la Boincy, fait quand même partie de principes qui peut-être sont aussi universels que le principe de la non-souffrance. D'accord. Mais c'est là que je dis que l'exercice oral d'une présentation orale est... Parce que c'est un prélude. Entendu, j'ai évoqué dans mon exposé, par exemple, le problème de la pénitence religieuse, ou bien les adeptes, on le voit chez les chiites, par exemple, les chiites qui... pendant la Ashura, se flagelle jusqu'au sang. Il y a d'autres formes de la pénitence, et le sacrifice. Le soldat. Après tout, le soldat sait très bien qu'il peut aller à la mort. Il sait qu'il va souffrir. Alors, comment parler du principe de non-souffrance? Eh bien, je réponds dans mon texte à ce genre d'objection en disant ceci. D'abord, il y a des souffrances qu'on s'impose pour avoir une meilleure vie, c'est-à-dire pour avoir une vie moins souffrante que celle pour laquelle on s'est sacrifié. Un soldat qui combat, ou un milicien, ou un résistant qui combat un régime dictatorial, un régime affreusement dictatorial. Il sait très bien qu'il court de très grands risques. Il sait très bien qu'il peut se faire arrêter, qu'il peut être torturé, et qu'il y a 80% de chances qu'il n'échappe pas à la police, qu'il sera torturé jusqu'à la mort. Et pourtant, il va quand même risquer cette souffrance. Pourquoi? Mais ça, c'est pas du tout en contradiction avec ce que je dis. Au contraire, ça ne fait que confirmer ce que je dis. Dans la mesure où celui qui donne sa vie, qui sacrifie sa vie, ou qui risque la torture, etc., donc des formes de souffrance, le fait pour obtenir une vie meilleure. Ce n'est jamais sans but. Donc il accepte la souffrance, mais pas sans condition. Ce n'est pas la souffrance en tant que telle qu'il accepte. C'est la souffrance qui va le délivrer et qui va lui permettre d'accéder à un régime de non-souffrance. Même chose pour le pénitent. Le pénitent, n'est-ce pas, dans les différentes religions, on voit toutes sortes de pénitences qui peuvent être parfois très cruelles. Hein. Les rites d'initiation, par exemple, dans certaines tribus, sont parfois très cruels. Alors, oui, c'est des formes de souffrance, mais c'est des formes de souffrance qu'on accepte parce qu'elles nous permettent justement d'accéder à un niveau de vie sans souffrance. Et celui qui donne sa vie pour son Dieu, il sait très bien, disons le kamikaze, hein, y compris le terroriste. Hein, le terroriste, il faut rentrer dans la mentalité d'un terroriste. Je ne vais pas justifier le terrorisme, mais j'essaye de voir ce qu'il y a dans la tête d'un terroriste ou d'un combattant pour la foi de Dieu, tout ce que vous voulez. Il sait très bien qu'en donnant sa vie, il va sacrifier sa propre vie, donc il va s'infliger une souffrance, mais pour gagner quelque chose qui est la non-souffrance absolue, celle du paradis. Mais ça répond pas au goût de pour gagner le règne, c'est pour avoir le règne de la non-souffrance qu'il va souffrir. Ça répond pas au goût de l'abjection. Comment? Ça répond pas au goût de l'abjection. Alors, le goût de l'abjection, je dirais que la maladie n'est pas un critère de vie. Ce n'est pas parce qu'on a la grippe qu'on doit souhaiter la grippe. Et ce n'est pas parce qu'on a des déviances psychiques ou psychologiques qu'on doit les considérer comme des critères devant nous diriger. Les déviances, les maladies, etc. ne doivent pas être prises comme critères. Donc je mets le sadisme, par exemple,
le sadisme et toutes les formes de souffrance recherchées dans les catégories des choses qui existent mais dont on ne peut tirer aucune conséquence morale, qu'il faut rejeter. On essaie de se guérir, Thierry, de ces choses-là. On essaie de se guérir. Quand on a ce genre de, disons, de déviance, on se fait guérir. C'est pas lui. Non, c'est-à-dire, bon, heureusement, dans le monde moderne, Raouf, dans le monde moderne, il existe les psychiatres, mais dans l'ancien temps, qu'est-ce qu'on faisait? Ou bien on transformait cette personne en saint, ou bien on avait recours à la magie, à la sorcellerie, à toutes les choses qui sont la psychiatrie du monde ancien. La sorcellerie. Comment? Ou à l'exclusion. Oui. Oui, ou à l'ostracisme. J'ai une question sur ce commentaire global. Donc, je n'ai absolument rien contre la construction que tu fais, notamment ce que tu définis. Tu as une précaution liminaire qui est assez intéressante. Tu dis, moi, je ne parle pas de régime, je parle de normes. Oui, oui. Et donc, elle est une norme. Après, tu parles de dignité, égalité, unité, liberté et donc, participation. Alors, est-ce que tu peux me citer un seul régime, soi-disant démocratique, qui vérifie ça? Non, aucun, bien sûr. Aucun. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une norme qui doit inspirer. Mais je voulais juste continuer. Non, donc c'est ça. Donc oui, bien sûr. C'est une norme qui doit inspirer. Mais en vérité, je voulais juste parler d'une littérature que je connais bien, l'économie politique. Donc, il se trouve que je suis en train de travailler sur un article qui s'intitulerait « Le paradoxe de la démocratie ». Et l'idée, c'est qu'on a toujours pensé, y compris les économistes et les politologues, que les démocraties se construisaient par le peuple, pour le peuple, et que ça garantissait l'égalité. Dans les urnes, c'est certain, mais ça avait le plus de chances de garantir ce qu'on appelle l'égalité économique. Alors ça, c'est une vue de l'esprit, et je peux te dire que les plus grands économistes américains, qui vendent beaucoup ce genre de salade, sans gargariser, y compris la décennie précédente. Maintenant, il y a un mouvement qui est amorcé par des politologues, qui sont souvent beaucoup plus avertis que les économistes. Je vais te passer un bouquin qui vient de sortir d'un politologue de Columbia qui s'appelle Albertus, qui est un grand politologue, qui écrit avec un type qui s'appelle Menaldo, que je connais, et ils détruisent complètement ça. Ils détruisent totalement cette vue que les démocraties occidentales sont par le peuple et pour le peuple. Non, mais c'est d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Nous sommes tout à fait d'accord. Et donc, tu parlais de supériorité empirique. C'est pour ça que je soulève la question. C'est une norme. C'est difficile d'entrevoir déjà une validité empirique immédiate. Et est-ce que tu veux passer du normatif au positif? J'ai pas très bien saisi. Non, moi je pose le normatif. Donc tu vois bien que... Non, je pose le normatif en disant que ces applications concrètes peuvent être extrêmement différentes dans la vie concrète, dans la vie politique, dans la vie constitutionnelle, etc., et qu'on n'aura jamais un système qui répondra totalement à la norme. Jamais. Mais on a besoin d'une norme. On a besoin d'une norme pour voir ce qui s'approche le plus de cette norme. Moi, je ne suis pas contre le fait de dire qu'une tribu africaine, par exemple, certaines tribus africaines, comme beaucoup l'ont prétendu, sont plus démocratiques que les démocraties occidentales. Mais la démocratie, on peut la trouver dans les familles. Il y a des familles démocratiques, il y a des familles qui ne le sont pas, il y a des familles qui ne le sont pas du tout. Moi, j'essaie de définir une norme. Pourquoi? Parce que je vois que la démocratie est partout attaquée aujourd'hui. On ne croit plus en droits de l'homme, on ne croit plus à la démocratie, même en tant que principe. Ce qui arrive aux droits de l'homme, c'est affreux. Ce qui arrive actuellement aux droits de l'homme, c'est affreux. Mais je dis tout simplement qu'il faut réveiller les gens d'abord pour leur montrer que l'importance du concept de droits de l'homme. Deuxièmement, j'ai bien envie de leur dire de perdre cet acquis
pour voir exactement ce que ça donne. La démocratie et les droits de l'homme, on en prend vraiment conscience que lorsqu'on les perd, que lorsque nous passons sous les dictatures, que nous passons sous les militaires, sous les bottes, qu'on se fait écraser pendant des années et des années. À ce moment-là, on se souvient, ah oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même qu'on a oublié, c'est les droits de l'homme et la norme démocratique. Et d'ailleurs, je suis désolé de le dire, les droits de l'homme et la démocratie se sont toujours réveillés après des expériences d'horribles catastrophes politiques. Les droits de l'homme, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Alors, mais bien sûr, l'homme est très à la mémoire courte. Alors aujourd'hui, on remet en question les droits de l'homme, les anti-droits de l'homme, les anti-droits l'hommistes ont toute la panoplie des thèses scientifiques à la manière de Yuval Harari, etc., qui va leur servir, et les religieux en particulier le radicalisme religieux. Alors ils sont bien contents de trouver toute cette panoplie. Mais je crois que c'est très très grave parce que vraiment la démocratie et les droits de l'homme, ce sont des choses dont on prend conscience de la valeur lorsqu'on les perd, lorsqu'on passe sous la dictature et lorsqu'on est sous les régimes militaires. Maintenant, ceci étant, dans l'expérience concrète, il n'y a aucun régime qui soit entièrement démocratique. Les régimes occidentaux, c'est la corruption, c'est l'achat des votes, c'est des tas de trucs. Bon, mais je dis qu'il y a des régimes qui se rapprochent plus et des régimes qui s'éloignent plus de la norme démocratique. Voilà comment on peut juger les régimes. Je suis bien d'accord là, avec ton appel qu'il faut réfléchir sur les normes démocratiques pour les rappeler. Il faut rappeler que les normes démocratiques, ça implique la dignité. C'est une des composantes qui est très souvent oubliée, que la dignité de l'être humain doit être au centre de la démocratie. Et ça fait beaucoup de sens de le rappeler comme tu l'as fait ici en passant les différents niveaux. Mais je crois qu'il y a un deuxième pas qui est politiquement aussi important à faire, c'est de dire la norme démocratique, on peut le comprendre comme un idéal type, dans le sens de Max Weber, en disant c'est un idéal qui existe et nous, on regarde qu'est-ce qui a lieu dans les différents pays qui s'appellent démocratie et il faut réfléchir pourquoi est-ce qu'il y a cette différence. Quels sont les mécanismes qui font que la norme démocratique n'est pas appliquée dans les pays? Quels sont les intérêts derrière? Quelles sont les institutions qui fonctionnent mal, etc. Donc c'est toujours garder la norme démocratique, mais le prendre comme moyen pour analyser la réalité dans les pays démocratiques. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que Gerhard vient de dire. Je n'ai pas de commentaire spécial à apporter. D'accord. Bonsoir. C'est plutôt un témoignage qui va dans le sens de l'exposition, mais j'étais devancé par la formule magique qu'on peut constater entre l'idéal et la pratique. Juste un témoignage, je crois fort bien que si quelqu'un peut s'opposer du point de vue théorique ou pratique à la norme démocratique comme il a été dessiné, je crois qu'il fera partie d'un traitement à part, sous forme de déviance intellectuelle ou quelque chose comme ça. Mais le constat qu'on peut se permettre, c'est de dire malheureusement, la plupart des temps, la démocratie, il va en parallèle, pour ne pas dire en plein complicité avec des dictatures au même temps. Ça veut dire qu'on peut les dictatures au même temps, qu'ils soient de ce côté, donc un régime démocratique, mais au même temps, il va en quelque sorte se nourrir, voire maintenir un État dictatorial de l'autre côté.
Et donc, je termine par un témoignage. J'ai été annuellement invité à ce genre de débat. Le jour où j'ai rappelé à une assemblée très honorable la définition primitive de la démocratie, donc qui est quelque chose d'extraordinaire, j'ai dit réellement si on peut retirer le mot démo qui est le peuple et mettre à la place un lobby démocratie, ça a été la dernière fois d'être invité pour ce genre de congrès. Bon, maintenant, laissez-moi vous dire quand même une chose. La norme démocratique, ce n'est pas le gouvernement du peuple. Hein. Parce que le gouvernement du peuple peut aboutir à la dictature. La norme démocratique dont je parle, je n'ai jamais dit le gouvernement du peuple, j'ai dit participation. La participation. Mais cette participation doit se faire toujours dans le respect de la dignité et de la liberté de tous. Or, il arrive parfois, malheureusement, que la voix du peuple soit elle-même pervertie, parce que le peuple, hélas, est manipulable. On arrive à le manipuler et à lui faire oublier que la démocratie n'est pas seulement un problème de gouvernement et de légitimité, mais c'est également un problème éthique. C'est-à-dire qu'il faut respecter la dignité de l'homme en tant qu'homme, et ça c'est en toutes circonstances, et respecter la valeur et la compétence de chaque homme s'il y a lieu de le faire. C'est ce que je disais au début de mon exposé. Or, malheureusement, les gouvernements populaires oublient cela. D'ailleurs, regardez maintenant le populisme qui se développe actuellement. Ils ont surtout recours à la légitimité populaire. Alors, j'ai la légitimité du peuple, je peux tout faire. Je peux atteindre la liberté de la presse, je peux renvoyer les réfugiés, je peux discriminer, etc., etc. Pourquoi ? Parce que j'ai la légitimité du peuple. Alors, il n'y a pas quelque chose qui est aussi antidémocratique pour moi que ce genre de régime qui est fondé uniquement sur la souveraineté du peuple. Une démocratie qui est uniquement fondée sur la souveraineté du peuple oublie la moitié de la démocratie. Et avec 70% d'approbation du peuple précisément pour un régime comme le régime italien actuel de Mario Salvini. Non, mais 70% des Italiens sont... Je sais. Non, mais le peuple, attention, en régime démocratique, je suis désolé de le dire, il faut se méfier un petit peu du peuple. Attention, un démocrate n'est pas un populiste, c'est quelqu'un qui se méfie du peuple. Hein? Le peuple des stades, par exemple, moi j'ai horreur de ça personnellement. Hein, je vous donne mon avis. Le peuple des stades qui ne réfléchit plus, qui perd sa qualité d'homme, qui, parce qu'un ballon a reçu un coup de pied, je ne sais pas quoi, et qu'il est rentré dans le but de l'adversaire, devient fou, s'arrache les cheveux, se jette par le... Ça, c'est l'homme dans toute la splendeur de son inhumanité. Pour moi, l'homme, c'est l'homme qui réfléchit, qui prend pleine possession de sa capacité de réfléchir, et par conséquent, qui se méfie des passions du peuple. Les philosophes grecs n'étaient pas partisans de la démocratie. Hein. Platon, par exemple, il avait de la démocratie une vue très, très négative. Donc il faut, ok, d'accord, le fondement, ça c'est au nom du principe d'égalité. L'égalité doit être valable pour tous. Donc nous devons admettre le peuple dans la démocratie. Mais il faut y faire attention. Un vrai démocrate aura toujours un petit grain de méfiance vis-à-vis du peuple quand le... Oui, monsieur Guerre. Peuple, foule, masse et puissance. Où est-ce qu'on mettra dans ce modèle l'état de droit ? Parce que quand même... L'état de droit, c'est une règle juridique qui dérive de la norme démocratique. Et donc il les confirme et oui. quand même un mécanisme de protection. Oui, tout à fait. Mais je vous dis, c'est vraiment dommage, dans les présentations, on est obligé de sabrer et de laisser de côté. Mais là, j'y faisais... Alors, j'ai parlé de la norme démocratique, mais j'ai laissé de côté... développement qui part du régime juridique qui dérive de la norme démocratique. Parce que moi, je suis juriste. C'est ça qui est... Oui, mais moi, je suis juriste et je connais bien ce problème-là. Je le laisse pour le 31 ? Le régime juridique qui dérive de la norme démocratique.
L'état de droit en fait partie. Mais l'état de droit comprend aussi, mais là aussi, vous savez, la réflexion sur la démocratie nous oblige à beaucoup de prudence et d'équilibre. Mais même l'état de droit peut avoir ses excès. Parce que l'état de droit est fondé sur la souveraineté de la loi et l'obéissance à la loi. D'accord ? C'est la loi qui tranche entre nous. Encore faut-il qu'on soit gouverné par de bonnes lois. Parce que là encore, nous pouvons avoir Eh oui, on peut avoir de mauvaises lois. Et si on obéit aux mauvaises lois, eh bien, nous ne sommes plus des démocrates. Ah, un démocrate, vous savez, c'est quelque chose qui ne se trouve pas à tous les coins de rue. C'est... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est vrai, la condition du démocrate... Avec ce que tu as mis comme définition, question. Oui, enfin, une remarque d'abord par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est très important de dire, comme vous l'avez très bien dit, qu'il y a une exigence de la démocratie. La démocratie, c'est jamais un donné, c'est-à-dire qu'il faut toujours continuer à la pratiquer. Et malheureusement, on pense que la démocratie, c'est un donné. Enfin, par rapport à ce qu'a dit monsieur là, à l'instant, ce que vous avez dit. Et moi, j'apprécie bien ce que vous avez dit sur les droits de l'homme. Enfin, on est dans une phase où, effectivement, il y a une espèce de malaise extrêmement profond. Vous les connaissez mieux que moi. Mais moi, j'aimais bien l'expression d'un quelqu'un qui nous a beaucoup influencé, Thierry Fabre et moi, Pierre Asner, qui est mort, un des grands spécialistes de relations internationales. Il disait, il y a un double triangle d'or. Il y a le triangle cosmopolite de Kant, mais j'en parle pas. La démocratie, c'est les élections. Mais c'est les élections parce que c'est l'autorité qui fait le régime, même si on n'est pas parlé, c'est le peuple. C'est pas une transcendance. Hein, c'est très important. On ne peut pas y échapper. Mais simplement, ce n'est pas que ça. C'est aussi l'état de droit et les droits de l'homme. C'est pour ça qu'il appelait ça le triangle d'or. Hein. Mais voilà, non, je dis ça parce que c'est cette exigence aujourd'hui dont on voit qu'elle est terrible, parce qu'on a beaucoup de mal. Oui, bien sûr. Et évidemment, les populistes se nourrissent des... Mais moi, j'en reviens à ce que j'ai trouvé passionnant, votre travail, et puis surtout cette volonté de trouver un principe. Mais il y a un auteur, et je ne veux pas réduire la moindre chose à un auteur, hein, dans tout ce que vous avez dit, mais si on prend le principe de la non-souffrance, il y a un auteur qui, moi, je viens de la philo politique et formé à l'antitotalitarisme par des gens comme M. Kiernan, parce que c'est le totalitarisme qui nous a appris à repenser la démocratie. Ouais, hein. Bon, mais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais un des auteurs importants pour nous, c'est bien sûr Hobbes, dans la tradition occidentale, hein, je dis bien. Hobbes, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, effectivement, j'ai peur d'exercer de la violence sur l'autre, et j'ai peur qu'on exerce de la violence sur moi. J'ai peur de la mort. C'est la peur. Et j'ai peur de la souffrance que je peux commettre et que je peux subir. Hein, et c'est pour ça que lui, il réfère, il y a un contrat, on va référer ensemble à un léviathan, c'est-à-dire qu'on constitue un État qui fait que nous n'aurons plus peur et que la violence, elle sera reportée à l'État. Alors, Hobbes n'est pas un auteur démocratique, hein, on est d'accord. Non, mais, oui, mais attention, parce que là, et là, vous avez cité souvent Ricoeur, qui est mon maître. Je viens de lire récemment un bel article de Ricoeur, qui est mort il y a très longtemps, mais il s'appelle « Les 4 stades de la tolérance ». Il arrive au 4e stade de la tolérance démocratique, je pourrais vous dire. Lui, il dit, le gros problème aujourd'hui de la démocratie, c'est effectivement, on ne prend en compte que la question du corps. Mon corps individuel, je veux un corps qui soit sécurisé au sens d'un État qui me sécurise par rapport au terrorisme, par rapport à ce que vous voulez. On voit très bien comment la question du terrorisme fragilise nos États. Et aussi, je veux un corps médicalement de plus en plus heureux, qui oublie la mort, etc. Et alors là, Ricoeur, très proche de vous, vous avez cité, il nous dit c'est un peu embêtant parce qu'on a une conception de la démocratie qui est d'une certaine manière pré-politique. Pré-politique, au sens, il ne suffit pas pour la démocratie d'apporter la sécurité à nos corps individuels. Le problème de la démocratie, c'est votre dernier point, c'est de créer l'espace civique, c'est de créer l'espace citoyen. Enfin voilà, simplement, ma question, c'est est-ce que, puisque c'est votre principe, moi j'ai trouvé magnifique votre recherche, hein, parce que c'est ça qui est beau, vous réfléchissez là-dessus, il n'y a pas de données, mais est-ce que la non-souffrance peut suffire à fonder, avec Hobbes, hein, en arrière-plan, comme je l'ai évoqué, peut suffire à fonder un espace démocratique commun où je peux être en conflit avec quelqu'un d'autre sans vouloir le tuer. Parce que derrière tout ce que vous avez dit, il y a quand même la question de la vengeance. Vous êtes un homme du droit, hein, et ça aussi que j'ai...
vous nous expliquez qu'il faut créer un monde, un ordre. L'ordre démocratique, c'est un ordre où je peux être en désaccord avec quelqu'un sans vouloir l'achever. Mais aujourd'hui, je vois quand même que revient très à la mode, même chez des gens de gauche et d'extrême gauche, c'est Carl Schmitt, oui. qui est un auteur qui devient de plus en plus central dans la réflexion européenne, et en France, et même des auteurs très importants comme Agamben en Italie, et qui sont des gens qui nous disent la démocratie c'est nul, parce que le politique c'est ami-ennemi. Voilà. Mais c'est Voilà, donc, ça. je veux pas. Ma question, c'est est-ce que la peur de, enfin, tout ce que vous avez dit sur essayer de ne pas souffrir suffit à créer l'espace. Alors, je veux pas faire le numéro. Hobbes aurait répondu bien sûr. Moi, je suis pas. Bon, dans ma logique, oui. Non, mais j'ai bien compris. Mais c'était Voilà. pour pousser un peu En tout cas, votre merci belle beaucoup, réflexion. oui. L'article de Ricoeur que vous avez cité, et il s'intitule comment? Ça s'appelle les 4 stades de la tolérance. Les 4 Et il stades de la repart des guerres religieuses. Ricoeur est un protestant, comme vous le savez, c'est Oui, intéressant, mais un penseur laïque. Il repart des guerres de religion pour essayer de comprendre comment. Mais je vous le ferai parvenir si ça vous intéresse. C'est très gentil. Vous savez, bon, maintenant, entre nous, ma réflexion, en fait, c'est mon contexte qui m'y a poussé. Pourquoi? Parce que j'ai en face de moi, dans mon pays, dans ma culture, j'ai en face de moi des gens qui nient la démocratie dans son principe, qui ne discutent pas le régime, qui me disent la démocratie, c'est un début d'incroyance parce que c'est contraire aux droits de Dieu. Les droits de l'homme, c'est contraire aux droits de Dieu. C'est, en fait, en m'analysant, je sais que c'est à eux que je suis en train de répondre. Parce que eux, ils contestent la démocratie dans son principe même. C'est là, mais je veux pas. Est-ce qu'on peut faire quand même l'économie Enfin, moi, je fais partie des gens qui ont essayé sur la démocratie, mais à partir de choses comme Monsieur Ben Kiernan, qui a beaucoup travaillé sur le très, très ému de savoir qu'il est là, parce que c'est un auteur qui nous a beaucoup permis de comprendre des choses. Mais est-ce qu'on peut pas dire, comme l'ont dit de Claude Lefort, des tas de gens, et Tocqueville d'abord, il y a une révolution démocratique dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire un moment où l'égalité s'impose et où il y a ce qu'on appelle la désincorporation démocratique qui fait qu'il y a une absence de fondement de la démocratie. Il n'y a pas de fondement, vous l'avez très bien dit, c'est le théologico-politique. Il n'y a plus de fondement, il n'y a plus de transcendance, donc une espèce de... Alors on a plein de travaux en France là-dessus, on peut les discuter. Je ne dis pas moi que j'ai une Gauchet, Lefort, toute une école, tous les gens qui ont essayé de comprendre la démocratie à partir du totalitarisme. Parce que le totalitarisme, c'est... Bon, enfin, je ne vais pas insister là. Est-ce qu'on peut faire l'économie quand même de l'idée qu'il n'y a pas, sur le plan historique, des moments de rupture? Ce qui ne veut pas dire que la démocratie appartiendrait à notre socle civilisationnel. Voilà. Justement, toute ma théorie vise à libérer la norme démocratique de tout ciel culturel. Parce que, entre autres choses, qu'on nous sort tout le temps dans notre culture, dans le pays où je vis, dans le contexte dans lequel je vis, c'est que la démocratie, c'est l'Occident, les droits de l'homme, c'est l'Occident, c'est l'aliénation. Alors, vous, c'est l'étranger pur, et moi, je suis l'aliéné, le vendu. L'occidentalisé, celui qui possède la culture occidentale, etc., ça devient le traître, en quelque sorte, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il s'aligne sur l'Occident. Et moi, mon effort, si vous voulez, je parle de mon contexte, je m'excuse, c'est de leur montrer que la norme démocratique n'appartient à personne. L'Occident est peut-être le découvreur. C'est peut-être le découvreur. Mais ça, c'est l'histoire des idées politiques. Ça n'a rien à voir avec la norme démocratique. Moi, je dis souvent, Lucie, c'est l'âme et tous ces homo sapiens dont on a trouvé les squelettes étaient faits pour être démocrates. Donc, la démocratie n'a rien à voir ni avec l'Occident, ni avec l'Afrique, ni avec c'est quelque chose de beaucoup plus haut. Parce qu'on nous sort tout le temps cet argument, tout le temps. Alors là, ça fait partie du b.a.-ba des partis et du radicalisme religieux. Vous êtes des vendus, vous êtes des occidentalisés.
il faut dire que l'Occident ne nous aide pas aussi, parce que, bien sûr, si on raisonne comme ça, on va s'accrocher sur les vices de la démocratie occidentale pour nous dire voilà comment ça fonctionne. Voilà. Mais c'est trop facile, ça. Par conséquent, moi je dis, et ça j'en suis convaincu, c'est une conviction, c'est presque une religion pour moi, de dire que la démocratie n'appartient à personne et qu'il est faux de dire que la démocratie appartient à l'Occident. Les révolutions existent depuis que l'humanité existe. Or, les révolutions, c'est toujours pour demander les mêmes choses. Avant que la démocratie ait ses découvreurs occidentaux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des découvreurs qui ont découvert la démocratie que la démocratie doit devenir occidentale. La démocratie, c'est l'humain, c'est l'humain. C'est dans les gènes. C'est donc bien l'idée de désencastrer le principe démocratique, et donc c'est donc ça la quête de cette universalité de la norme. On va reprendre le débat la prochaine fois. Par rapport à l'islam, justement. Pour l'islam et la démocratie, je vais vous étaler enfin, tout ce qu'on nous sort sur la démocratie, quoi. C'est un peu effrayant. Par conséquent, il faut sauver la démocratie du relativisme dans lequel on veut l'enfermer en disant c'est l'Occident, c'est la philosophie des Lumières, c'est la Grèce, etc., etc. Je dis non, ce n'est ni la Grèce, ni l'Occident, ni l'Égypte, ni personne, c'est quelque chose qui se situe au-dessus. Questionner, c'est douter. Comment ? Poser la première question, c'est douter. Oui, bien sûr. Oui. Rendez-vous le 31 janvier. Merci encore à Ayad Ben Archoum. Merci de votre écoute.